Voici pour une plongée dans les coulisses d'une longue marche où l'on s'aperçoit que les péripatéticiennes ont eu des vies bien plus agitées qu'une simple promenade de santé. Tout commence donc avec les hétaïres grecques qui étaient en quelque sorte les premières femmes d'affaires de l'histoire. Pendant que l'épouse grecque moyenne était occupée à tisser de la laine dans un coin sombre de la maison, l'hétaïre se pavanait dans les jardins et discutait de la courbure de la terre ou de la politique de la cité avec des types en toge qui l'écoutaient avec une attention religieuse. Elle ne marchait pas pour trouver un client, elle déambulait pour cultiver son esprit et son carnet d'adresses. C'était la seule qui pouvait fréquenter les philosophes sans passer pour une intruse, ce qui rend l'emprunt du mot péripatéticienne encore plus piquant. Puis Rome arrive avec son sens légendaire de l'organisation et transforme la flânerie en une véritable bureaucratie. On invente le métier de courtisane de luxe mais aussi celui de la marcheuse de quartier qui doit porter une toge sombre pour qu'on ne la confonde pas avec une femme mariée. Si vous étiez une péripatéticienne romaine, vous aviez une carte professionnelle et vous étiez inscrite sur des listes officielles. C'était un peu comme avoir un statut d'auto-entrepreneur mais avec beaucoup plus de risques de finir au milieu d'un combat de gladiateurs. Au Moyen-Âge, les choses deviennent franchement loufoques. On oscille entre la fureur des moines qui veulent tout brûler et le réalisme des rois qui se disent qu'après tout il faut bien que la jeunesse se défoule. On crée des rues aux noms fleuris comme la rue du Poil au Con ou la rue Tire-Boudin. La péripatéticienne médiévale est une figure indispensable de la fête urbaine. Lors des grands défilés royaux, elle a même parfois sa place dans le cortège. On la tolère tant qu'elle respecte son périmètre car au moindre pas de travers hors de sa rue assigné, le bailli lui tombe dessus pour lui confisquer ses chaussures, ce qui pour une marcheuse est tout de même le comble du malheur. Le XVIIIe siècle tente de jouer les rabat-joie avec un grand coup d'enfermement. On décide que la rue doit être propre et on envoie tout ce beau monde à la salpêtrière pour apprendre la couture et la prière. Mais la péripatéticienne a de la ressource. Beaucoup préfèrent tenter l'aventure en Amérique et s'embarquent pour la Louisiane. On peut dire que les fondations de la Nouvelle-Orléans reposent en partie sur les talons de ces marcheuses courageuses qui ont troqué les pavés de Paris contre la boue du Mississippi. Vient enfin le grand final du XIXe siècle avec l'invention du trottoir moderne. C'est l'âge d'or de la péripatéticienne au sens littéral. Paris devient une immense vitrine et ces dames apprennent à lire les intentions des hommes dans le reflet des vitrines des grands magasins. C'est un jeu de cache-cache permanent avec la police des mœurs. On utilise des éventails pour envoyer des messages codés ou des ombrelles pour signaler sa présence. On n'enseigne plus la philosophie d'Aristote mais on pratique celle du regard et de l'esquive. Finalement, cette longue histoire nous montre que la péripatéticienne est une survivante qui a traversé les siècles avec une endurance de marathonienne. Elle a survécu aux philosophes grecs, aux empereurs romains, aux inquisiteurs et aux préfets de police. Si elle a fini par ranger ses chaussures de marche pour se connecter sur Internet, c'est peut-être parce qu'après 2000 ans de randonnée à travers l'histoire, elle avait enfin droit à un peu de repos.